Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. D'ailleurs, petite info au passage, j'ai moi-même été invitée dernièrement par Claire sur le podcast La Niche, passant à mon tour de l'autre côté du micro pour la première fois, l'occasion d'en apprendre encore plus sur moi. Mais pour revenir à l'épisode, je vous présente aujourd'hui Keren, qui est accompagnée au quotidien par Miami, sa chienne guide de l'école du Nord. Progressivement malvoyante, Keren s'équipe d'une canne blanche par dépit afin de sécuriser ses déplacements. Mais comment rester ouverte sur le monde quand on doit en permanence compter ses pas ? Comment le chien guide lui a-t-il permis d'apprécier à nouveau les sorties ? Dynamique et pétillante, Keren nous raconte sa renaissance aux côtés de Delphi, sa première chienne guide, qui lui a véritablement permis de passer, comme elle le dit, des ténèbres à la lumière. De son mariage avec Steve à sa vie d'entrepreneuse, en passant par sa vie d'athlète en e-sport, elle revient sur l'autonomie indescriptible que lui a apportée Delphi, puis Miami aujourd'hui, au point de n'avoir plus aucune limite. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Keren. Bonjour Estelle. Merci Keren de prendre du temps pour discuter avec moi à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais au quotidien en dehors des chiens guides d'aveugles ? Alors, je m'appelle donc Keren. Je suis donc la maîtresse de ma chienne guide qui s'appelle Miami. C'est une bergère allemande. Je suis déficiente sévère avec perception lumineuse. Ça revient à une cécité légale. Sur un seul œil, bien sûr. Qu'est-ce que je fais ? Je fais beaucoup de choses au quotidien. Je suis une ancienne athlète en e-sport. Je suis une ancienne chef d'entreprise. Je suis à ce jour entrepreneuse. Je viens de finir mon manuscrit, donc je recherche un éditeur. Je sensibilise sur le handicap visuel et moteur, puisque je suis en couple avec Steve, mon mari, qui est handicapé moteur, qui est paraplégique. Et voilà. Donc plein de choses très différentes. Oui, mais en même temps, au centre de toutes ces choses, c'est l'humain, et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me motive, et je suis très heureuse de participer à ce podcast pour parler des chiens guides et de tout ce que les chiens guides nous apportent au quotidien. Je suis ravie aussi de t'avoir de mon côté pour que tu nous partages cette expérience. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter quand et comment tu t'es approchée des chiens guides d'aveugles ? Comment tout ça est arrivé dans ta vie ? Alors, la déficience d'abord visuelle est arrivée dans ma vie, c'est une maladie héréditaire. J'ai longtemps refusé la canne, et puis quand il a fallu que je prenne la canne, ça a été très très difficile. Donc je suis restée de nombreuses années, peut-être 5-6 ans avec la canne, et puis un jour j'étais au salon autonomique, et là je suis tombée sur un stand des chiens guides d'aveugles, et j'avais toujours cru que malgré ma perception lumineuse, je n'avais pas accès à un chien, quoi. Et en fait, la dame m'a dit, mais en fait, pas du tout, vous êtes aveugle, donc vous avez, comme les malvoyants, vous avez droit à demander un chien guide, quoi. Et pour moi, ça a été vraiment un grand chamboulement, un grand bouleversement, parce que pour qui c'est la canne, c'est franchement pas évident. Et une fois qu'on a un chien, je vais presque dire, on passe des ténèbres à la lumière. Enfin, pour moi, vraiment, je l'ai vécu comme ça, quoi. J'ai récupéré une autonomie, mais indescriptible, quoi. Maintenant, je pourrais pas me passer d'un chien maintenant. Et quand il faut reprendre la canne, parce que je la reprends aussi, toujours un peu galère, parce qu'automatiquement, compter dans ma tête revient, je suis plus aussi libérée qu'avant lorsqu'on a le chien guide, quoi. Et du coup, ce salon autonomique, c'était à peu près en quelle année ? C'était 8-9 ans à peu près, oui. Et je connaissais pas du tout les chiens guides, je savais même pas du tout qu'il y avait des chiens guides pour les déficients visuels. Moi je m'étais arrêtée à la canne, et je savais pas, je connaissais pas du tout le chien guide, pas du tout. Donc je suis tombée dessus vraiment par hasard, vraiment par hasard. On était juste en face à un stand pour Steve, pour les fauteuils, et juste derrière, il m'a dit, bah tiens Keren, il y a un stand de chien guide. Je suis, ah bon, chien guide, voilà, je savais pas du tout. Ok, et du coup, ce que tu me disais, c'est que tu pensais qu'en tant que déficiente visuelle, complètement aveugle, c'est ça ? Tu pensais ne pas avoir du coup droit au chien guide ? Comment tu percevais tout ça ? Bah, en fait, moi j'ai une cécité blanche, c'est-à-dire que moi je vois comme, comment je pourrais dire, comme dans une page blanche, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. Et du coup, tu as quand même la perception lumineuse ou pas ?
J'ai une perception lumineuse unilatérale. Mhm. Donc en fait, tu vois tout blanc. Voilà, voilà, c'est plus simple de dire ça comme ça. Oui. Je vois tout blanc. Et je pensais qu'il fallait, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais je pensais qu'il fallait être dans le noir pour avoir un chien guide. C'est pour ça que quand on parle de déficience visuelle, c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc, quoi. Je dis souvent qu'il y a aussi des zones grises dont il faut tenir compte. Mais tu vois, lorsque je parle de ça, je veux dire aussi que ce jour-là au salon autonomique, j'étais pas la femme aussi. Euh, je ne m'acceptais pas autant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça part aussi de l'acceptation, quoi. C'est-à-dire accepter d'être aveugle, il faut l'accepter, quoi. Il faut et je crois que c'est même pas je crois, c'est sûr, je m'étais mis intérieurement aussi mes barrières pour me dire bon ça va, je suis pas non plus dans le noir. Alors que moi, il m'arrive aussi d'être dans le noir et en fait, c'est qu'on soit dans le noir ou dans le blanc, c'est pareil, on voit rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que moi aussi, à cette époque-là, c'était très difficile et je m'étais mis des freins, quoi, intérieurement. Tu te guidais à la canne quand tu es allée à ce salon? Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai pris la canne parce que quand j'ai commencé à avoir des accidents avec le bus, à plus voir le bus, à plus, enfin, voir la masse qui arrivait, à plus voir les arrêts de bus, à me prendre des vitres de magasins, je me suis dit, là, Keren, tu ne peux pas. il faut, il faut que tu prennes une aide parce que là, ça commence à devenir dangereux. La canne est entrée dans ma vie par dépit, quoi. D'accord. Parce que j'avais plus le choix, voilà. Pour ta protection personnelle, c'était l'outil qui te fallait, qui était nécessaire et indispensable au moment où tu as fait ce choix-là. Oui, c'était devenu indispensable. Je pouvais plus me promener sans canne, quoi. Et du coup, suite à ce salon autonomique, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris de la bouteille. J'ai accepté. Ça prend un peu de temps hein, quand même, à accepter. Hein. Je me suis détendue. Quand je dis ça, je parle physiquement parlant, je me suis détendue. Et puis, j'ai eu ma première chienne qui s'appelait Delphi. Comment c'est arrivé? Tu avais approché une école en particulier? Oui, j'ai approché l'école de Paris. J'ai fait une demande de chien guide. C'était la première fois que je faisais ma demande. Donc, j'ai été vue par la directrice. Enfin, on m'a présenté. J'ai attendu 4 ans hein, quand même. Hein. On m'a présenté quelques années après Delphi. On m'a présenté d'abord plusieurs chiens. Et moi, dans mon imaginaire, on m'a dit, voilà, choisis le chien que tu veux. Moi, je voulais un chien noir, poil court. Je voulais pas un chien à poil long, voilà. J'ai une chienne plutôt dynamique parce que moi, je suis quand même dynamique. Puis à l'époque, je faisais des compétitions d'athlètes, donc on bougeait pas mal. On m'a présenté une chienne. Son allure et moi, ça allait pas du tout. Et puis au niveau du ressenti, du poil, j'accrochais pas. Tout ça, c'est important, hein, parce que c'est peut-être anodin pour certains, mais pour nous, les déficients visuels, c'est très important, quoi, parce que c'est des petites choses comme ça qui nous raccrochent au sien, qui nous permettent aussi de nous l'imaginer. Et puis Delphi est arrivée avec Laurence. Et Delphi est arrivée, elle m'a sauté dessus, quoi. Elle m'a sauté dessus. Et ça a été immédiat. C'était quelle race de chien, Delphi? Delphi, c'était un labrador poil noir, athlétique, magnifique, une robe splendide. Delphi, partout où on allait, elle faisait la fierté de sa maîtresse. Elle était magnifiquement belle. Pour la première chienne que j'ai eue, elle travaillait, mais alors très très bien, Delphi. Aimante au possible, protectrice. Je n'ai pas de mots pour parler de Delphi parce que Delphi, ça a été une découverte des chiens guides, ça a été un amour de chienne. C'est là vraiment que j'ai compris à quel point les chiens guides étaient importants pour les déficients visuels. J'ai recommencé à sortir, j'ai recommencé à sortir seule surtout. J'ai recommencé à apprécier les sorties. Parfois, j'étais avec Delphi, je chantais dans la rue. Je m'occupais plus de compter mes pas, parce qu'avant, c'était ça, en fait. J'habitais à Ilancourt et je comptais les pas du portail à l'arrêt de bus, de l'arrêt de bus à la ligne, de la ligne au métro, du métro à la première marche, de la première marche à la dernière marche. C'est tout ça, c'est usant à la fin. Quand on rentre le soir, on a mal à la tête tellement on a travaillé, quoi. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est très très fatigant. Et avec Delphi, j'ai chanté dans la rue. Je me demandais même plus le chemin. À la fin, on partait le matin à 6h, on revenait à 21h, on avait un entraînement toute la journée. Après, on allait sur les pistes d'athlètes pour courir et c'était drôle parce que
À 5h30, elle venait dans la chambre, elle posait sa tête comme ça, elle se dit: «Bon, réveille-toi, il y a l'entraînement là, allez, feignasse, lève-toi, lève-toi, on va courir». Enfin voilà, j'avais même plus besoin de lui demander le chemin parce que le chien guide, c'est ça, c'est quand on fait un chemin assez régulier, ben finalement, il connaît le chemin. Donc c'était tranquille avec Delphi. Allez, on y va. J'avais même plus besoin de donner quelques ordres que ce soit. Delphi, elle y allait. Et ça a été extraordinaire. D'ailleurs, Delphi, c'est la première chienne guide qui est partie au Gabon, Mhm. qui est arrivée au Gabon. C'était extraordinaire. On a pris l'avion, on est parti au Gabon, on est parti à Bordeaux, on est parti à Deauville. On a voyagé, on a fait des compétitions d'athlètes ensemble. Un jour, à une compète, c'était un 200 mètres. Le monsieur, il tire au fusil et Delphi, elle a cru que c'était pour elle. Elle a pris la tête de course, elle est partie, quoi. Mais je comprenais pas pourquoi les gens riaient, quoi. En fait, le guide me dit: «Non, mais c'est ta chienne qui est partie». Elle courait sur la piste, c'était plutôt drôle, Mhm. quoi, tu vois? Ouais, c'est mon amour, Delphi, c'est mon amour. Elle est partie maintenant, elle est au paradis des chiens. Delphi, ça a été ma première chienne et le premier, c'est jamais pareil. Ça a été une chienne extraordinaire, extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je pourrais jamais l'oublier. D'ailleurs, elle est juste au-dessus dans notre chambre. Je l'amènerai partout avec moi. Mhm. Donc vous avez passé de longues années quand même avec Delphi à parcourir le monde un peu, j'ai l'impression. Oui, on a passé, je crois, 10 ans hein, avec Delphi. Hein. Donc, tu vois, ça fait quand même du temps hein, avec un chien. Ouais, on a passé de longs moments avec Delphi, c'est vrai. Mais bon, maintenant, elle m'a reconnectée avec moi-même. Mhm. Quand elle est arrivée, la jeune femme qu'elle a trouvée, qu'on est arrivée, n'est plus la même femme à son départ. J'aime à dire que ma chienne, elle est partie parce qu'elle a su que, voilà, à ce moment-là, j'ai fait mon travail, je peux m'en aller, je peux la laisser, elle est plus forte. Et dans des moments comme ça, ou des moments qui sont très difficiles, parce que c'était le prolongement de mon bras, c'était comme mon enfant, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, Delphi, voilà, c'était ma chienne, quoi. Et dans ces moments-là, l'amour qu'on lui porte, justement, il faut la laisser partir, parce qu'elle souffrait beaucoup, et puis parce que c'était son moment, quoi. Mais je suis toujours très très triste qu'elle soit partie, mais je sais qu'elle est partie se reposer, et surtout je sais qu'elle ne souffre plus. Ça, pour moi, c'est le plus important. Je sais qu'elle ne souffre plus, et puis jusqu'à la fin, j'ai été avec elle. C'est drôle parce que quand Delphi est partie, elle est partie en une semaine, Delphi, hein, c'était vraiment rapide. Hein. Quand Delphi est partie, on est passé la voir chez le vétérinaire. Mhm. Il nous a laissé 1 heure avec elle. C'était vraiment gentil. Et dès qu'on est rentré, elle avait un collier autour du cou, elle n'arrivait plus à respirer. Eh bien, elle s'est quand même levée, elle m'a reconnue, bon, c'est normal. Hein. Elle s'est levée et avec Steve, on a chanté des chansons. Elle est partie vers Miami, ça c'est le veto qui nous l'a dit. Elle a fait une échouille à Miami comme un peu, voilà, je te transmets ma maîtresse, quoi. Et Mhm. elle est revenue, elle est partie en paix, elle est partie aimée. Mhm. Jusqu'au bout, on l'a pas laissée seule, elle est partie aimée. Parce qu'évidemment, le chien guide, c'est le chien qui a un maître et une maîtresse, mais quand la maîtresse a un conjoint ou une compagne, c'est aussi le chien du couple, c'est aussi le chien de la famille, quoi. Donc, voilà, elle est partie aimée. Et d'ailleurs, je l'aime toujours, je l'oublierai jamais. Oui, on sent bien que cet amour, il s'est pas arrêté à son départ. De Non, toute façon, elle a rejoint le paradis des chiens avec nombre de chiens exceptionnels. Hein. oui, c'est Je ça. parle souvent de Folio. Folio, c'est pareil. Hein. Au moins, il est parti en paix et ses souffrances se sont arrêtées à partir du moment où il a rejoint le paradis. Oui, C'est toujours des moments un peu compliqués à vivre, mais oui. on sait pourquoi on le fait. Et Oui, comme tu le dis, il faut être humble de les laisser partir aussi quand c'est leur moment. c'est important. Oui, c'est important. Moi, le veto, il nous a dit: «Est-ce que vous voulez la prolonger un peu?» J'ai dit: Je ne serai pas une bonne maîtresse si je le fais. Je serai égoïste. Mm. Je vois que la chienne, elle souffre. Qu'elle soit là aujourd'hui ou que dans une semaine, moi, je veux arrêter sa souffrance, quoi. Donc, Mm. faut avoir cette force-là parce que faut un peu de courage pour se dire: «Elle m'a donné le meilleur de toutes ces années». Tu te rends compte? Delphine m'a donné le meilleur d'elle-même. On me demande de la laisser partir pour pas qu'elle souffre, c'est un minimum que je puisse faire. Mm. Si j'avais une baguette magique, je lui aurais enlevé toute sa maladie, mais Mm. mais bon, c'est la vie.
Et donc on comprend que quand Delphi est partie, Miami, dont tu nous as parlé, était déjà dans ta vie. Ouais. Comment ça s'est passé la transition? En fait, donc Delphi, elle n'arrivait plus à travailler, elle était vieille, mais toujours prête à sortir. Et quand Miami est arrivée, ça a été un peu difficile parce que Delphi a compris qu'elle n'allait plus guider. Mmh. Et pour elle, c'est comme si elle s'était dit, bon, je ne guide plus, alors je n'ai plus, ma maîtresse ne sera plus là. Alors qu'elle était redevenue un chien de compagnie. Et, euh, et je l'avais montée tout en haut pour qu'elle soit à côté de notre lit, de mon côté, pour qu'elle sente que ma chérie, tu ne guides plus, mais tu es aussi, tu as une place que Miami t'envie, quoi. Donc, il n'y a pas de, y a pas de problème. Ça a été difficile un peu pour que Miami trouve sa place et que Delphi trouve aussi sa place. Miami est complètement l'inverse de Delphi, c'est-à-dire que Miami, c'est déjà un berger allemand. Le caractère n'a rien à voir, extrêmement protectrice et c'est une dominante. Delphi était pas du tout dominante, hein. Delphi, c'était plutôt la chienne, bah, tu me pousses, bah, je vais m'en aller, quoi. Parce que Miami, du coup, je me demandais, donc Delphi, tu as été mise à la retraite, Oui. et en vue de sa mise à la retraite, tu as refait un dossier pour avoir un nouveau chien guide, c'est ça? En fait, ça faisait un moment, si tu veux, que j'attendais mon deuxième chien. Donc, avant vraiment que Delphi soit vraiment à la retraite officielle, je voyais bien qu'elle ne pouvait plus travailler, quoi. Mmh. Dans ce laps de temps-là, j'avais repris la canne et en même temps, j'étais toujours à l'école de Paris et j'avais envie de changer de chien. Et donc, j'avais demandé un berger allemand. J'avais besoin d'un frein, quoi. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui fasse que, voilà, on m'approche plus aussi facilement qu'avant. Je rentrais tard, je rentrais des fois à 21h, 22h, j'étais très, très embêtée. Et j'avais envie de changer de race de chien. Et donc, voilà, je voulais un chien qui soit un peu, tu vois, t'as pas envie d'y aller, quoi. Mmh. Voilà, pour moi, c'était ça. Donc, mon choix s'est arrêté sur le berger allemand. L'école de Paris n'ayant pas de berger allemand. Enfin, pas tout à fait, puisque j'ai eu Loya. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'à ce moment-là, c'était l'été. Et on était parti à Bordeaux, donc on avait fait la route, la route en voiture. Il y avait donc Delphi et Loya. Et on se fait arrêter à un barrage de douane. Monsieur, il met sa tête du côté de Steve. Il fait un bond en arrière. Et Steve lui dit, c'est des chiens guides. Il fait, oui, oui, j'avais compris, j'avais compris. Et on est arrivé à l'hôtel avec 2 chiens guides. Enfin, ça s'est très bien passé, mais bon, c'était assez drôle parce que j'avais Delphine d'un côté, Loya de l'autre, quoi. Ok, parce que du coup c'est rigolo, le mois dernier, donc j'ai eu au micro Arthur, Ouais, qui est maintenant guidé par Loya. ouais, Et du coup il nous expliquait qu'il avait lu Loya après quelques maîtres avec qui ça n'avait pas forcément matché. ouais. Du coup je me posais la question si c'était toi, la deuxième personne dont il me parlait. Ah ben peut-être parce que c'est vrai qu'au début, on me l'avait remise en me disant, essaye, tu verras si ça peut te convenir. D'accord. J'ai eu Loya avec Delphi, donc et puis avant que Delphi parte, oui, Miami est arrivé. Miami vient de l'école de Ronc, donc l'école du Nord. Mhm. Comment on s'est rencontrés avec Miami? Bah, c'est l'école, c'est Charlotte, leur éducatrice, qui me l'a amené. J'ai eu beaucoup de mal au début, énormément. J'ai cru que je repartais au CP, quoi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Autant avec Delphi, ça avait matché tout de suite. Voilà, on s'était reconnus immédiatement. Autant avec Miami, ça a été le parcours. Ah oui. Parce que je me disais, voilà, le chien va réagir comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, non, parce que c'est un autre chien. C'est un autre chien qui n'a pas du tout le même caractère, c'est pas du tout la même race. Et puis le berger allemand, il a un vrai caractère. Quand il a pas envie, quoi. Et au début, j'arrivais pas à me faire obéir avec Miami. Je lui disais de venir, elle venait pas, c'est simple. Et Steve m'a dit, Keren, c'est le berger allemand, il te teste. Hmm. Elle va le faire quelque temps, tu lâches pas, tu verras, la relation sera à vie à la mort, quoi. Hmm. Et donc j'ai persisté, et puis maintenant, j'appelle Miami, elle a un super rappel, elle est extrêmement protectrice, elle travaille comme une militaire, c'est carré, il y a rien qui déborde, il y a rien qui dépasse, quoi. C'est une chaîne extraordinaire aussi, et bien sûr, c'est à nouveau le prolongement de mon bras, Hmm. et c'est aussi ma chaîne que j'aime aussi. Et du coup, cette envie d'avoir un berger allemand donc, a pu être satisfait par la mutualisation entre les écoles. C'est comme ça qu'on appelle... c'est ça, hein? Oui, l'école de Paris, n'arrivant pas à trouver un berger allemand pour moi, ils m'ont proposé d'autres chiens, mais vraiment, j'étais vraiment sur le berger allemand. Mhm. Et donc, ils ont envoyé mon dossier à l'école de Ronc, et l'école de Ronc en avait. Donc, voilà, ils m'ont proposé Miami.
Et c'est assez drôle parce que quand Miami est arrivé dans notre vie, on devait aller à Miami. Tu vois, comme quoi la coïncidence, c'est assez c'est drôle, quoi. Vous deviez y aller quand, du coup? Ben, on préparait un voyage pour Miami, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, il ne s'est pas fait, mais en tout cas, on le préparait. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, oh, le beau clin d'œil. C'est sûr que c'est un nom qui fait rêver. Oui, 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 c'est clair. Et maintenant, Miami, elle est avec nous. C'est une chienne qui a son caractère, hein. Pas le même caractère que Delphi, mais c'est la même fidélité, c'est le même amour du travail bien fait. Vraiment, Miami, c'est carré. Quand elle travaille, quoi. Il y a pas de problème là-dessus. C'est militaire, quoi. Mhm. Et voilà, c'est une chaîne aussi avec qui je cours aussi un petit peu, je fais aussi un petit peu de sport. Et puis ce qui est important pour moi, c'est que mes animaux, mes chiens soient heureux, quoi. Je m'occupe des poules comme je m'occupe des moutons, comme je m'occupe de mes chiens. Ils n'ont rien demandé, donc j'essaye de faire en sorte qu'ils soient heureux. C'est important. En tout cas, quand je vois toutes les personnes qui ont participé à ce que moi j'ai un chien guide et toutes celles qui attendent leur chien, je privilégie le travail plutôt bien fait Mhm. et je perpétue leur savoir parce que c'est important. Mhm. Donc Miami est arrivé en 2018, tu nous disais, c'est ça? Miami est arrivé, oui, en 2018, oui, fin 2018. D'accord. Oui, Donc elle guide tes pas et vous faites plein de choses ensemble, hein, puisque oui, tu nous disais que tu fais quand même plein de choses. Tu es sportive, tu as été athlète du coup, j'imagine. ouais. J'ai été athlète en e-sport. J'ai commencé par le 100, pas très longtemps, 200, et puis surtout ce que j'aime, c'est les longues distances, le semi-marathon, voilà. Et donc c'est ça qui t'a mené un peu aux quatre coins de la planète. Non, pas tout à fait. Oui, enfin oui et non. Oui et non, c'est pas seulement ça. C'est mon amour pour le vêtement, les artisans, les couturiers. Et puis c'est aussi le métier que faisait Steve avant, puisque c'était un ancien militaire. Mhm. Et puis c'est aussi notre amour du voyage, parce qu'on adore voyager, on aime les voyages, on est de grands voyageurs, qui m'a amené à sortir un peu et puis à voir le monde, quoi. Et aujourd'hui, alors tu nous disais que tu étais une ancienne chef d'entreprise, que tu étais à fond sur ton manuscrit que tu viens de finir, Oui. et que tu sensibilisais un peu sur le handicap. Est-ce que tu peux nous en raconter plus sur tes activités quotidiennes et comment Miami s'inscrit dans tout ça? Alors, bon, déjà, pourquoi j'ai écrit un manuscrit? J'ai écrit un manuscrit parce qu'on a tous un parcours de vie qui nous est personnel et atypique. J'ai écrit ce manuscrit au lendemain de notre mariage. Nous sommes mariés avec Steve il y a maintenant 4 ans. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Mhm. Je remercie la vie pour m'avoir permis de rencontrer cet homme pareil qui est merveilleux. On a un parcours de vie qui est atypique, difficile, et je souhaitais ouvrir ce livre sur ma vie de femme, notre vie de couple handicapé, lourdement tous les deux, vers la parentalité. Beaucoup de gens se posent des questions, s'imaginent, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants, sans vraiment toucher du doigt la réalité de la situation. Mhm. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle d'ailleurs Au-delà des mots. Et c'est assez drôle parce que le mot, je l'écris M-A-U-X, c'est pas M-O-T-S, quoi. Mhm. Pour montrer que au-delà de tout, il y a encore des possibilités de devenir ou d'être, voilà. Pas quelqu'un de célèbre ou riche, ça m'intéresse pas, moi, mais pour moi, le plus important, c'est pas la personne handicapée, parce que je trouve que il y a beaucoup de gens valides qui sont très handicapés de cœur. Donc, le handicap, après, bon, dans notre cas, il est visible, mais il y en a beaucoup le handicap est invisible, et ils sont pas handicapés. Enfin, je veux dire, ils souffrent pas d'un handicap. C'était important pour moi. J'avais envie de raconter mon histoire. Mhm. J'avais envie de dire d'où je viens. Je suis la fille d'un homme qui a fait celle que je suis aujourd'hui, d'un homme qui a été ma colonne vertébrale. Aujourd'hui, il a disparu, mais il vit toujours en moi. Et j'ai aussi un mari qui est à mes côtés et qui est toujours debout pour Marie. Donc la vie, je voulais aussi dire que la vie m'a pris, mais elle m'a donné tellement plus. Ensuite, le sport est venu à moi. Le sport, moi, j'ai toujours couru depuis que je suis jeune. Avec mon père, on marchait beaucoup. Mhm. Et en fait, ça m'a appris l'endurance, et ça m'a forgé mon caractère, et ça m'a forgé aussi ma morphologie, c'est-à-dire que je connais mon corps, je sais ce que je peux lui demander.
Et je sais que je l'ai façonné pour que mon corps endure, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, c'est par ce corps-là que j'arrive à faire beaucoup de choses. Donc toutes ces aventures ont fait que tu es aujourd'hui une femme forte d'esprit, forte de corps, forte d'un vrai dynamisme. Oui, Et on voit comment Miami, Delphi ont participé en fait à forger la femme que tu es aujourd'hui. Tu nous disais que tu aimais beaucoup la mode. oui. Du coup, je vois parfois, notamment sur ton compte Instagram, que tu partages beaucoup de choses autour de la mode et aussi du handicap, puisque je crois savoir que tu te sers de l'un pour parler de l'autre. Exactement, c'est ça, exactement. En fait, avant avec Steve, on avait une page YouTube qui s'appelait Le potager de Keren et Steve, parce qu'on a la chance d'avoir un potager, de planter, de semer nos légumes. Et donc très rapidement, je me suis retrouvée un peu enfermée dans ce potager-là. J'avais envie de dire beaucoup de choses. Et voilà pourquoi j'ai créé le journal de Keren. Mais j'écris les articles, mais derrière il y a Steve. Hein, je suis pas toute seule. Hein. Mm. Donc je me sers des vêtements pour dire des choses, pour dire mes pensées, pour partager un sentiment, une sensation, des citations. Juste la mode, ça m'intéresse pas. Je peux pas poster juste une photo et dire bon voilà, même si elle est jolie, voilà, je la poste. Et non, il y a vraiment un vrai message derrière qui pour moi est important quoi. Et en fait, le fait de partager comme ça m'apporte énormément, ça m'apporte beaucoup. Mm. Ça me permet aussi d'avancer, et de réfléchir aussi de mon côté. Et puis, c'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que le monde du handicap, c'est un monde assez clos, quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas handicapé, tu peux difficilement appréhender, savoir, connaître les difficultés ou ce que tu peux faire pour aider quelqu'un, tout simplement. Mhm. Et moi, justement, mon but, c'est d'attirer l'attention sur ça, sur ces points-là voilà, quand on n'est pas, on n'y pense pas, de leur dire, vous avez vu ça? Mm. On pourrait le faire comme ça, ou ça, on pourrait le faire d'une autre manière. Et c'est important de vulgariser parce que on est handicapé, mais on est comme tout le monde. J'aime à dire que c'est qu'une particularité de notre être, quoi, mais ça ne nous définit pas, tu comprends? Mm. Bien sûr. Et je pense qu'à un moment, quand on essaye de rester authentique et de délivrer des messages, eh bien, on a atteint son but. Moi, quand je reçois des messages qui me disent, ah, vraiment, je pensais pas du tout, merci pour l'information, eh ben, j'ai atteint mon but, quoi. Mhm. Et on voit bien que Delphi ou Miami, du coup, ont contribué, ce que tu disais, à t'affirmer, à t'accepter. Ah, mais complètement. Du coup, on te voit parfois avec la canne, mais la canne, c'est quelque chose, mais l'arrivée de Delphi ou de Miami qui a pris la suite, c'est complètement tout autre chose. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, maintenant, la cale, tu vois, je l'appelle mon spectre. Tu sais, c'est comme un peu les rois, c'est mon bateau tu vois, le bateau du pouvoir, quoi, mais de mon pouvoir. Hein. Mhm. Et Miami, parce que Miami, j'adore shooter avec elle, mais bon, Miami, les photos, à un moment, elle en a ras-le-bol, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est aussi important de montrer et le chien, et la canne, et Steve, quoi. Donc, j'essaye de varier. Et quand Miami, bah, elle est fatiguée, bah, elle rentre, et puis je prends la canne, quoi. Je veux montrer toutes les facettes, et la canne, et le chien, voilà. C'est pas que le chien, quoi. Et j'entends aussi quand Miami me dit qu'elle en a ras-le-bol, j'entends aussi qu'elle en a ras-le-bol, donc je reprends ma canne. Parce que du coup, tu fais quand même beaucoup de shooting. Enfin, tes photos sur ton compte Instagram sont magnifiques. Tu mets en valeur la mode afro tellement de manière fabuleuse que c'est vrai que ces shootings doivent t'occuper pas mal, j'imagine, dans ton emploi du temps. Oui, en fait, c'est aussi une de mes casquettes que j'aimerais voir transformer très bientôt en projet rémunérateur. Je suis une passionnée. Tu vois, là, on parle de la mode, Mm. mais la mode, elle appartient à tous, quoi. Tu vois, je ne veux pas qu'on dise que la personne ne voit pas et elle s'habille qu'en noir ou qu'en blanc. Enfin, voilà, qu'elle met que des couleurs. Tu comprends ce que je veux dire? On rêve. Exactement. Moi, j'adore la mode. J'aime être bien habillée. J'aime être habillée. Tu sais, moi, au début, quand vraiment la vie, elle est partie, eh bien, même quand on a commencé à partir un petit à petit, j'ai dit à Steve, enfin non, je connaissais pas encore, mais après, quand j'ai eu une déclaration, j'ai dit à Steve, tu te rends compte, est-ce que je vais pouvoir être aussi jolie qu'avant, quoi. Mm. On est dans un monde de visibilité, on est dans un monde où le regard compte. Alors moi, j'en ai un qui mon regard est particulier, mais quand je sors, les gens, ils me voient, quoi, tu vois? Et c'était important pour moi de garder cette féminité-là, tu comprends? De rester femme, quoi. Pour moi, c'était important. Et la mode, ça véhicule tellement de choses, ça véhicule de l'ouverture, un amour pour soi et forcément aussi, quelque part aussi pour les autres. Mhm. Et j'aime le made in France. J'aime les artisans, j'aime les couturiers, j'aime le Made in Africa.
Et si je peux, sur ma page, montrer de jolies tenues que je fais avec une photographe, bien sûr, parce que j'ai décidé de me professionnaliser, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, tu veux faire ça, alors il faut mettre des photos de qualité. Mhm. C'est important. Donc, j'investis personnellement sur une photographe avec qui je shoot d'ailleurs. Mhm. Le plus beau compliment qu'on m'ait dit, c'est pas que mes photos sont belles, c'est que mes photos parlent, disent quelque chose. Et ça, tu vois, je trouve qu'arriver à avoir des photos qui racontent une histoire, même sans qu'on lise ce que j'écris en dessous, Mhm. bah, c'est beau, quoi. Je suis touchée, hein, tu sais, quand je te parle comme ça, je suis très touchée de... Tu sais, quand j'ai ouvert cette page, j'avais 0 abonné. Et oui, Est-ce que tu te rends compte? Oui, est-ce que tu te rends compte? ouais. Et aujourd'hui, je suis touchée parce que elle est bien reçue. Ouais, les gens l'aiment bien, ça me touche beaucoup. Je pensais pas. Mhm. Vraiment, je pensais pas. Ça me touche beaucoup. Ça m'étonne moi-même, quoi, pour te dire la vérité. Moi-même, ça m'étonne, quoi. Je me disais au début, j'ai rien à raconter, mais en fait, j'ai plein de choses à raconter. Moi, je suis convaincue que tu as plein de choses à raconter. Hein. De toute façon, vu ton dynamisme, vu ton état d'esprit, on peut que s'attendre à ça. D'ailleurs, je me demandais si tu aurais quelque chose à nous partager que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure avec les chiens guides aveugles. Enfin, quelque chose que tu soupçonnais pas en fait en faisant ta demande plutôt pour éliminer la canne de ta vie. Bah, je soupçonnais pas qu'on pouvait être aussi libéré d'esprit. Je t'assure que quand j'étais avec la canne, bon, maintenant moins parce que j'apprends vraiment très très rarement, mais je rentrais avec des maux de crâne, mais voilà. J'ai mal au crâne toute la journée, j'étais concentrée, mais concentrée, quoi. Même dans la posture, quoi. Je me souviens, dans la posture, j'avais la canne, la tête baissée, quoi, tu vois, la tête baissée. Je comptais tout, tout, tout. J'avais mal à la tête. Quand tu dis quand tu comptes, pour comprendre, parce que les auditeurs n'ont pas forcément toutes les références, c'est que quand on est à la canne, Ouais, la notion de distance, c'est ton nombre de pas qui c'est va te ça. dire où est-ce que la porte de la boulangerie est à 80 pas de la bouche de métro à droite. Et c'est ça dont tu parles. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple d'Elancourt, je comptais du portail à la ligne, de la ligne à l'arrêt de bus, de l'arrêt de bus. Bon, de toute façon, il s'arrêtait au terminus. De la descente du bus à la ligne à la porte du métro, de la porte du métro à l'escalier, de l'escalier à la bande podotactile, de la bande podotactile au train. Là, on peut souffler. Une fois arrivé à Montparnasse, c'est reparti. Et j'avais mal à la tête. J'avais des douleurs à la tête. C'était infernal. Et puis, par rapport à l'ouverture sur le monde extérieur, et c'est ce que tu disais par rapport à cette posture d'avoir la tête vers le bas aussi, Oui. c'est qu'au final, eh ben, tu étais pas volontairement dans ta bulle, mais tu étais obligatoirement non opérationnelle et pas très ouverte sur l'extérieur parce que tu te devais de compter pour te déplacer. J'étais même pas du tout, j'étais même parfois un peu agressive, c'est-à-dire que quand on me tapait dans la canne, je râlais très haut, quoi, tu vois. J'étais parfois un peu agressive parce que c'était douloureux, quoi. C'était physiquement et mentalement douloureux. C'était très douloureux. Mm. Avec le chien guide, ce que j'ai appris le plus, hein, c'est que pas de limite, quoi, honnêtement. Tu sais, un jour, j'étais au Gabon avec Steve, on était dans un quartier de Libreville et on a croisé un militaire, le truc improbable, quoi. Ouais, on a croisé un militaire qui a dit: «Ah, un chien guide d'aveugle, les chiens guides de Paris. Mais oui, je connais, j'ai été faire un stage là-bas.» Surtout qu'au Gabon, il n'y a pas du tout, du tout, du tout de chien guide parce que les infrastructures sont totalement absentes. Mm. Quand je suis arrivée à l'aéroport et qu'ils ont vu Delphi, les gens ils se sont mis à courir quoi. Oh le chien, le chien, le chien et, et ils ont tellement pas l'habitude du chien guide, enfin ils savaient pas trop ce que c'était, Mhm. que partout où on allait avec Delphi, les gens ils s'arrêtaient et ils applaudissaient. Non mais est-ce que tu te rends compte? Ils applaudissaient quoi. Génial. Ils applaudissaient. Ils comprenaient pas comment un chien pouvait guider. Alors moi, j'ai plutôt très ouverte. J'ai demandé à quelqu'un de se bander les yeux et je l'ai fait travailler et je l'ai fait guider sur quelques pas avec. C'était chez mon père avec Delphi. Et quand il a enlevé le bandeau, il m'a dit, mais en fait, mais c'est extraordinaire, quoi. On se rend pas compte de la densité du sol, de la nature aussi du sol, que le sol monte aussi. Parce que quand on est voyant, on se croit que tout est plat, mais pas du tout, quoi. Oui. Et j'aime bien faire cette sensibilisation parce que comme ça, les gens, très peu de temps, hein, mais ils se mettent à notre place et ils se disent, mais finalement, on a des sens qu'on n'utilise même pas, quoi. Mm. Et de voir ce que le chien est capable de faire, je suis ébahie et toujours étonnée. Mm. Et je me souviens, la chose la plus terrible qui m'est arrivée avec Miami,
Non, d'abord avec Delphi. Avec Delphi, c'était à Barcelone, parce qu'on adore Barcelone, Steve et moi, on est fans de cette ville. Accessibilité 100%, même je voudrais dire 1000%, quoi. C'est génial là-bas, c'est extraordinaire, extraordinaire. Tu connais Barcelone? Oui, oui, un peu, mais je savais pas que d'un point de vue accessibilité, c'était au top. Ah ouais, non, mais c'est même plus que le top, c'est le nec plus ultra, quoi. Il faut que les Français aillent là-bas parce que c'est juste génial. D'ailleurs, on va aller vivre là-bas. Ah bon? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est l'accessibilité, c'est énorme. Dans quelques années, hein, mais et donc avec Delphi, on était à la plage, je prends un bâton, j'envoie le bâton dans la mer, Delphi va le chercher toute contente et tout, elle revient, voilà. Elle s'ébroue là et je reprends le bâton, je lui le lance, elle va le chercher. Steve me dit: «Keren, attention, la mer est agitée». Je dis: «Oui, oui, je fais attention». Je reprends le bâton, je lui renvoie le bâton dans la mer et j'attends, j'attends, j'attends. Delphi revient pas. Et Steve me disait qu'en fait, elle était en train de se battre avec les l'eau, quoi, enfin les vagues pour revenir. Mhm. Tu vois que le chien guide vraiment, quand son maître lui donne un ordre, il y va au-delà de tout. Mais j'ai quand même eu bien peur ce jour-là. J'ai eu bien peur. Et avec Miami, c'était il y a pas très longtemps, il y a un an. On était à Barcelone à nouveau. On reprenait l'avion pour Paris. Donc je lui dis, enfin je lui propose de faire ses besoins plusieurs fois parce que je sais qu'on va prendre l'avion. Elle refuse de les faire. Elle veut pas. Je lui dis bon écoute, je lui touche le ventre. Bon, il y a rien qui sort. On prend l'avion, on va à l'aéroport. Et avant d'embarquer devant tout le monde, elle nous a posé un cake, mais un truc, laisse tomber, quoi. Un truc immonde, quoi. Elle a fait caca devant, dans l'aéroport, quoi. Et j'avais honte, j'avais honte, j'avais honte. Et s'il me dit, Karen, écoute, là, c'est pas de ta faute, tu pouvais rien, tu lui as proposé, voilà. Et donc, avec mon petit sachet et tout, avec Steve, on a nettoyé, on a mis dans un petit sachet, puis on est parti. Mais ça va, personne n'a râlé, mais moi, j'ai eu honte, quoi. C'est moyen, quoi, quand même. C'est ta plus grosse honte avec Miami, du coup. Ah oui, 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 c'était énorme, sur le truc qu'elle a posé, c'était énorme, et puis ça sentait pas très bon, quoi. Mais bon, ça, voilà, ça arrive, quoi. Et justement, pour contrebalancer un peu ces gros moments de honte que t'ont fait vivre Miami et Delphi, quelle est ta plus grande fierté avec l'une, l'autre ou les deux d'ailleurs? Ma plus grande fierté, c'est avec Delphi, c'est quand j'avais une société donc qui s'appelait En un clin d'œil au Gabon. Mhm. Je suis rentrée pour raisons personnelles et de santé sanitaire. Ma plus grande fierté avec Delphi, c'est quand j'ai reçu un prix pour la société ici en France. Ça, c'était une grande fierté pour moi. Ma plus grande fierté avec Miami, est-ce que j'en ai de grandes fiertés avec Miami? J'en ai pas une particulière. Je crois que tous les jours, Miami me rend fière, vraiment. Mhm. Tous les jours. J'ai pas de fierté très particulière avec Miami. L'avoir déjà dans ma vie, j'en suis fière. Et puis, savoir qu'elle est là et qu'elle veille sur moi, voilà. Et que je veille aussi sur elle, bien sûr. Je dirais que ma plus grande fierté avec Miami, il n'est pas encore fait, c'est d'avoir réussi à finir ce livre et de la mettre dedans. Ouais, je suis hyper fière de ça. Mhm. Ouais, si tu veux ça, ouais, je suis hyper fière de ça. En tout cas, tu nous fais un grand teasing sur le livre parce que tu nous as quand même parlé du fait que ce manuscrit est terminé, du fait que tu y parles de ton parcours, de votre parcours à deux, à trois, Oui. avec Steve, avec Delphi, avec Miami, et de cette question de la parentalité. Alors voilà, on va tous l'attendre très impatiemment. Ouais, bah écoute, je croise les doigts. Bon, c'est mon bébé, donc forcément, il ne peut qu'être bien, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit édité parce que il y a beaucoup de choses qui sont il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est très d'actualité, c'est ce dont je vais parler. C'est très, très d'actualité. Mm. Après, je sais aussi qu'il y aura certainement des gens qui vont être contre parce que voilà, il y a des gens qui ont manifesté contre, mais voilà, le parcours vers la parentalité, c'est un parcours qui est pour nous difficile, qui est très, très difficile. Mhm. Et il fallait après avoir, on n'en est pas sorti d'ailleurs, mais il fallait après avoir surmonté tout ça, tous ces mots, toutes ces montagnes, il fallait en faire quelque chose. Il fallait, tu sais, quand on parle souvent de parentalité, de parents handicapés, c'est toujours un peu, oui, mais pourquoi, mais comment ça, mais et en fait, j'espère dans ce livre enlever pas mal d'œillères à certaines personnes et puis et leur dire que la parentalité est nombreuse, quoi. Mm.
et diverses. Multiples. Les gens qui critiquent ou disent non, faut pas faire ci ou faut pas faire ça, c'est des gens qui ont peut-être pas eu autant de problèmes que nous, parce que nous, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut vraiment s'accrocher et c'est pas si évident que ça, quoi. Parce que j'imagine que votre parcours est en effet un peu compliqué, qu'il n'a pas forcément abouti comme vous le souhaitez, j'imagine. Ouais, non, notre parcours est très compliqué. Moi, j'ai de l'endométriose en plus, donc c'est très compliqué. Beaucoup d'échecs. Mais tu vois, tout ça, mon père disait, quand j'étais plus jeune, Keren, tu plies mais ne casses pas. Jusqu'aujourd'hui encore, je me souviens de ça, de cette phrase. Keren, tu plies mais ne casses pas. Et tout ça, ces mots qui ne me feront jamais abandonner. Je serai toujours là, quoi. Toujours. Momentanément absente, mais toujours là. Toujours. Votre parcours, j'imagine, vers la parentalité est encore ouvert ou la porte est totalement fermée? Non, là, nous livrons notre dernière bataille. D'accord. C'est pour ça que c'était un peu, j'en ai pas vraiment parlé, mais Miami, c'était ça, quoi. Tu vois? Enfin, c'est ça, en fait. D'accord. On livre notre dernière bataille. Bon, en espérant la gagner. On vous le souhaite, en tout cas, de vraiment très sincèrement, de tout cœur. Ouais. Bon, l'heure tourne. On va devoir un peu s'arrêter de parler, même si on pourrait encore continuer pendant des heures. Est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut continuer à suivre tes aventures? Parce que on espère tous avoir un peu de tes nouvelles, que ce soit sur le livre, que ce soit sur la mode afro, pour ceux qui découvriront ou redécouvriront en tout cas tes magnifiques photos accompagnées de Steve, de Miami et de ton univers. Tu nous as parlé du journal de Keren qui est présent du coup sur Instagram. Sur Instagram, c'est ça? voilà. Voilà, je l'ai appelé le journal parce que c'est un moment d'aparté, c'est un entre nous où on se dit des choses, quoi. C'est surtout une page où on parle d'inclusion, on parle d'égalité, on parle d'handicap dans le sens positif, on parle des difficultés, mais on s'attarde pas sur les difficultés, on parle de la vie tout court. Et la vie, elle est belle. Bon, en tout cas, entre toutes ces sources où on peut te suivre et le livre que personnellement j'attends vraiment avec impatience parce que je pense qu'en effet il y a beaucoup de choses à dire et encore beaucoup de choses, on vous le souhaite en tout cas à tous les deux, tous les trois avec Miami. Voilà, Oui. On arrive du coup vers la fin. Je suis un peu... on doit toujours finir nos échanges. On pourrait se retrouver à nouveau pour en parler lors d'une balade, quand on aura l'occasion de plus se déplacer. Mais en tout cas, merci beaucoup Keren pour ton témoignage. Merci, je suis très touchée. Merci infiniment. Merci pour ce que tu fais pour les chiens guides. Merci pour d'être aussi un membre actif parmi les 5 doigts de la main qui sont importants pour nous les déficients visuels. J'ai de la reconnaissance pour ceux qui travaillent, les éducateurs, pour ceux qui gardent aussi nos chiens, pour toutes ces personnes sans qui on n'aurait pas de chiens, pour ces chiens aussi qui acceptent d'être formés pour nous guider au quotidien. On n'est que la somme des personnes qu'on rencontre. Moi, je ne suis que la somme des personnes que j'ai rencontrées et que je rencontrerai encore et maintenant. Et tous ces gens m'ont apporté comme tu m'as apporté aujourd'hui. Donc, merci à toi. Mais avec grand plaisir. Et puis, que le meilleur pour l'avenir à votre joli trinôme. Bien que complètement inédit, il est d'autant plus détonnant. Voilà, écoute, merci beaucoup et au revoir Karen, au plaisir de se recroiser. À bientôt, merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Mais surtout, merci encore à Keren pour son pétillant et touchant témoignage qui nous montre bien à quel point le chien guide peut redonner du peps dans une vie. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique et illustré de cet épisode avec Keren sur mon blog futurchienguide.fr pour découvrir le trio détonnant que Keren forme avec Steve et Miami, mais aussi avec Delphine, notamment à leur mariage. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via un avis sur Apple Podcast, c'est vraiment un plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugle.